Mesdames et Messieurs les Présidents, chers confrères, chers collègues, chers amis, je suis heureux, personnellement et au nom des organisateurs, d'ouvrir cette séance pour fêter le cinquantenaire de l'équipe Descartes. Elle est organisée sous la présidence de Sorbonne Université et de son vice-président pour la recherche, le professeur Fiquet, et par le Centro di Studi su Descartes e il Seicento Ettore Lojacono de l'université du Salento, ici représentée par la vice-présidente Madame Aiello. Je suis heureux d'être ici, plus de 50 ans après la fondation du Centre d'études cartésiennes, dont, lorsqu'il fut fondé, discrètement d'ailleurs, par le père Costabel, M. Armogat ici présent, moi-même et ceux que j'oublie à tort, qui m'excuseront, lorsqu'il fut fondé, il n'était, si je puis dire, rien. Pas même une unité de recherche de l'université Paris 4, que d'ailleurs le centre n'est jamais devenu à titre indépendant depuis ses 50 ans, mais il a été en quelque manière créé par un projet scientifique modeste, mais qui s'est révélé très utile, à savoir le bulletin cartésien, qui recensait, avec 2 ans de retard, l'essentiel des publications internationales et françaises sur Descartes et sujets connexes. Très vite, notre activité a été emportée, si je puis dire, par le bulletin cartésien, qui a attiré l'attention de chercheurs internationaux parce qu'on parlait d'eux, si je puis dire, et aussi parce qu'ils nous aidaient à combler les trous de la bibliographie que nous ne pouvions pas suivre seuls. Et c'est ainsi que nous sommes entrés en contact, nous avons été contactés, plus exactement, très généreusement par le professeur Grégory de l'université Roma Uno La Sapienza, et qui dirigeait le célèbre Lessico Intellettuale Europeo, dont les colloques d'histoire des concepts de la philosophie moderne, c'est-à-dire du XVIe, XVIIe siècle et la suite, était déjà une référence internationale. Et grâce à cet appui, la dimension internationale de notre travail s'est trouvée démultipliée. Alors nous avons commencé à travailler en privilégiant soit des études très étroitement précisées sur des sujets d'érudition, d'édition de textes, une journée de travail régulièrement, puis des colloques de 2 ou 3 jours, puis enfin des colloques beaucoup plus ambitieux qui se faisaient souvent en 2 phases, une à Paris et une soit à Rome, soit à Lecce, soit à Chicago, soit ailleurs aux États-Unis, soit en Hollande, aux Pays-Bas, soit en Allemagne, etc. Ainsi s'est développé un réseau international dont le premier effet fut la fondation par Madame le professeur Giulia Belluoso du Centro di Studi su Descartes e il Seicento à Lecce, bientôt rebaptisé du nom de Ettore Lojacono, le célèbre et érudit éditeur, entre autres choses, de la recherche de la vérité et autres textes de Descartes. C'est donc une entreprise assez étrange qui avait peu de surface dans l'institution française et dont l'élan, l'impegno, diraient nos amis italiens, venait des relations internationales. En vérité, il y avait un 3e élément qui nous a toujours guidés et qui, j'espère, assurera les 50 prochaines années du Centre d'études cartésiennes, qui est d'être guidé par la chose même. Un dernier mot sur ce point, que je crois d'importance. L'une des difficultés de la recherche, je pense que nous avons tous fait cette expérience,
tient à ce qu'on appelle l'organisation de la recherche. L'organisation de la recherche consiste à trouver des supports financiers et institutionnels qui sont obtenus au terme d'un concours en faisant des propositions et des programmes de recherche. Tout ceci est fort bien, et je l'approuve. La difficulté du programme de recherche, c'est qu'il anticipe sur ce qu'on doit trouver et fait que la plupart du temps, non seulement on ne trouve pas tout ce qu'on avait promis de trouver, mais ça c'est normal, mais on trouve malheureusement exactement ce qu'on avait promis de trouver, ce qui est le contraire de la recherche. Et c'est ainsi que la recherche consiste souvent à répéter sur des dimensions plus larges et dans des territoires annexes, pas encore tout à fait étalonnés, de retrouver les hypothèses que tout le monde connaît depuis toujours. Or, le problème de la recherche, c'est justement que si elle est féconde, elle ne trouve pas ce qu'elle pensait pouvoir trouver. C'est-à-dire qu'il faut être, si je puis dire, aspiré par l'énigme de la chose même pour faire des découvertes qui soient justement autre chose que les résultats prévisibles du programme de recherche. Alors, je crois que cette méthodologie du centre de l'équipe Descartes et de l'ensemble des collaborateurs, amis, au-delà des frontières, a toujours été celui-ci. Il y a dans les textes de l'histoire de la philosophie des ressources, des énigmes que nous ne soupçonnons pas. Alors ces énigmes, elles peuvent être abordées par l'érudition, par l'historicité, et donc l'historicité ne déçoit jamais. Le dernier exemple a été ce colloque assez merveilleux sur les 3 rêves de Descartes organisé à Neubourg, où nous avons, si je puis dire, validé la vérité historique et donc la validité théorique des 3 rêves de Descartes. Mais c'est aussi le problème de l'édition des textes, qui est toujours plus complexe et toujours plus riche. Et nous avons découvert, durant ces années, qu'il y a des textes de Descartes qui étaient sous-étudiés, même ignorés. Par exemple, les règles pour la direction de l'esprit, mais le traité de musique, mais les écrits mathématiques antérieurs à la géométrie, mais pour une large partie aussi, la recherche de la vérité, l'entretien avec Burman, et rien de moins que la morale, la philosophie morale de Descartes, qui est une autre philosophie première. Et bien entendu, s'ajoute à cela la reprise des dossiers suffisamment identifiés, mais pas fondamentalement travaillés jusqu'au Grund. Par exemple, le rapport de Descartes avec ses interprètes postérieurs, pas seulement ses sources, mais ses interprètes postérieurs. C'est-à-dire, est-ce que Kant parle correctement de Descartes? Est-ce que quand il parle de Descartes, il l'a lu? Et est-ce que quand il critique Descartes, il n'est pas sur des positions cartésiennes? Cette opération que nous avons faite, et je salue ici Michel Fichon, qui avait guidé ce travail avec moi, et c'était un colloque qui avait eu lieu en 2 parties, une en Italie et une en France. De la même manière, on peut faire le même travail à propos de Nietzsche, à propos de Hegel, à propos de la phénoménologie et à propos de la philosophie analytique. Et c'est ce travail qui fait que nous sommes, en quelque manière, que notre recherche est aspirée par la chose même et que nous trouvons ce que nous n'avions pas envisagé de trouver. C'est la leçon une des leçons et les plus importantes que je retiens de ces 50 ans et plus du Centre d'études cartésiennes, et je laisse la parole maintenant à ceux qui sont en charge de sa direction. M. Rivard. C'est peut-être un petit propos liminaire. Ah, pardon. Si ce micro-là marche. Madame la vice-directrice, chère Maria Antonietta Aiello, cher Jean-Luc Marion, qui nous fait l'honneur de présider cette rencontre, cher Igor Agostini, Vincent Caro, Giulia Belgioioso, vous êtes les chevilles ouvrières des activités cartésiennes de nos 2 universités, chers étudiants, chers collègues. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons cette rencontre attendue
autour de 2 centres d'études cartésiennes de Sorbonne Université et de l'Université du Salento. C'est une coopération qui est forte entre nos deux universités. Elle est exemplaire, elle dure depuis plusieurs décennies et s'intensifie. Elle est de haut niveau et son rayonnement international en témoigne. Et enfin, c'est une coopération qui nous projette dans l'avenir, et c'est un avenir qui est profondément européen. Alors, exemplaire, cette coopération. Il est rare qu'une coopération internationale tienne plusieurs décennies sans discontinuer, s'intensifie dans son cœur et s'amplifie bien au-delà. Et c'est ce qu'il est advenu entre Sorbonne Université et l'Université du Salento autour des études cartésiennes. Cela fait effectivement maintenant 50 ans que l'équipe Descartes, fondée en Sorbonne, avant de se constituer en véritable centre d'études cartésiennes, est devenue une plaque tournante des études cartésiennes à travers le monde, agrégeant au fil de son développement la participation de collègues de différentes universités et traitant désormais plus largement de la philosophie de l'époque moderne. Parmi ces universités, la plus impliquée est celle du Salento à Lecce. Et cette relation est issue d'un colloque anniversaire de la publication du discours de la méthode et des essais. C'est donc en 1998, sur la base de relations académiques bien nourries, que nos deux universités ont formalisé cette coopération. Et donc un centre d'études cartésiennes est alors créé à Lecce, base d'une relation privilégiée en recherche avec le centre de Paris, renforcée par un doctorat européen et une codiplomation de master. C'est donc bien la recherche de haut niveau qui, à la base, génère le rayonnement international, et c'est donc une coopération internationale très réussie. Bien entendu, cette coopération s'associe avec une exigence académique de l'équipe Descartes, puis du Centre d'études cartésiennes à Paris, qui lui permet de se développer, de rayonner, de renforcer l'intérêt pour l'étude de Descartes en Europe et dans le monde. Et l'activité s'est immédiatement internationalisée, avec la participation accrue de l'Université du Salento et d'autres universités. Alors un bon indicateur de cette activité croissante et du rayonnement international de ce centre, c'est le bulletin cartésien, ainsi que les différents colloques, éditions, traductions. Et ce bulletin cartésien a suivi le développement des études cartésiennes à l'international, publié de façon assidue à partir des travaux des deux centres de Paris et Lecce. Il y a donc dans cette coopération internationale qui fonctionne avec Lecce des relations scientifiques de très haut niveau depuis bientôt de 40 ans et qui sont en très forte dynamique. Et je trouve ça vraiment admirable. C'est aussi à partir de cette relation effective de travail, de confiance, de convivialité aussi, j'ai eu l'occasion de mesurer cette convivialité dans les échanges que nous avons eus cet après-midi, que nous souhaitons faire vivre une coopération plus vaste avec l'Université du Salento. Et des coopérations sont déjà actives dans d'autres domaines et méritent d'être fouillées, méritent d'être développées. Nous avons eu une longue séance de travail cet après-midi pour aborder les possibilités offertes par les recherches sur le patrimoine, sur les sciences des matériaux, l'implication possible de l'intelligence artificielle, peut-être aussi la musicologie, célébrant la grande culture musicale autour de la région de Lecce. Et c'est donc avec la vice-rectrice Aiello que nous veillerons à compléter et développer ces coopérations. Et je pense que nous partageons un engagement et une envie commune autour de grands défis. Le patrimoine est un thème dont nous avons longuement discuté et nous pourrons mettre les recherches sur le patrimoine en relation avec bien d'autres champs disciplinaires. Cette coopération avec l'Université du Salento autour des études cartésiennes participe aussi d'un engagement de Sorbonne Université en faveur de l'Europe. Les universités ne peuvent ignorer le contexte mondial actuel. Et dans ce contexte particulier, nous sommes résolument engagés à renforcer par notre action l'Europe de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et c'est à l'évidence un espace souverain qui est basé sur la confiance, la solidarité, sur des valeurs partagées, le pluralisme, l'éthique de la recherche, le partage de savoir, les informations fiables, la liberté académique. Cette Europe humaniste, d'où viennent les universités, est le premier repère pour consolider nos relations.
Et c'est donc notre mission de faire vivre ce rôle humaniste de l'université qui perdure bien au-delà des crises. En tant que lieu de partage, l'université, pour nous, pour moi, pour nombre d'entre nous, incarne l'espoir par son rôle de diffusion et de transmission des savoirs, de promotion de la démarche scientifique, de dialogue culturel, interculturel. Et c'est là que se construit constamment la paix, la jeunesse et un avenir que nous espérons tous prospère. Concernant l'Europe, on a prêté, vraisemblablement à tort, à Jean Monnet que si c'était à refaire, il faudrait recommencer par la culture. Une chose est sûre, les universités ont désormais largement investi ce rôle pour faire de l'Europe bien plus qu'un marché intérieur. À travers les coopérations universitaires, au niveau de la recherche ou des générations successives d'étudiants, les Européens sont liés par l'esprit et les relations humaines. Un rôle particulièrement ancré avec l'Italie et avec Lecce, et avec qui nous partageons un héritage humaniste, linguistique et patrimonial commun. Bonne soirée à tous. Je vous souhaite de riches échanges. Merci. Merci. Monsieur Agostini. Messieurs les académiciens et cofondateurs de l'équipe Descartes, Madame la prorectrice de l'Université del Salento, Monsieur le vice-président de l'université, chers et chers collègues, chers et chers doctorants, mesdames et messieurs, je suis très heureux de l'initiative prise par Madame le président de Sorbonne Université d'avoir organisé cette cérémonie aujourd'hui pour commémorer le 50e anniversaire de l'équipe Descartes, après que nous avons fêté à Lecce les 20 ans du Centro Dipartimentale di Studi su Descartes di Seicento et Torello Iacono, fondé par Madame le professeur Belgiojoso en 1998 et par là même une collaboration étroite entre les deux centres qui date du colloque inaugural de 1987 tenu à Lecce, consacré au discours de la méthode et aux essais. S'il n'est pas agréable de se sentir méprisé par sa propre faculté, il est réconfortant de voir reconnue par l'université une recherche de dimension internationale, particulièrement féconde depuis 1972 et qui a servi de modèle aux autres bulletins, publiés ensuite par les archives de philosophie, quoique sans le souci d'exhaustivité qui caractérise le bulletin cartésien. Je salue ici tout d'abord le maître d'œuvre et secrétaire scientifique du bulletin, Dan Arbib. Je suis également heureux de saluer un des collaborateurs du tout premier bulletin, Rémi Brague, membre, je disais, messieurs les académiciens, il y a 3 académies qui sont ici représentés, qui étaient toutes les 3 présentes lors du premier bulletin, l'Académie française en la présence de Jean-Luc Marion, l'Académie des inscriptions et belles-lettres en la présence de Jean-Bernard Mogat et l'Académie des inscriptions et des sciences morales et politiques, excusez-moi, en la présence de Rémi Brague, le seul non-cartésien des premiers contributeurs du premier bulletin cartésien. Et je suis prié d'excuser Bernard Seff, qui fut également un des premiers contributeurs de ce BC1, ainsi que Frédéric Debuzon, qui lui n'est pas absent, donc je n'excuse pas, qui a été un des contributeurs dans les premiers bulletins, le 5e ou le 6e. L'équipe Descartes, fondée en initiative de Pierre Costabel, comme ça vient d'être appelé, directeur d'études à l'École pratique d'autres études, est hébergée à Paris 4 Sorbonne Université depuis 1980, sous le nom de Centre d'études cartésiennes, accueilli par Geneviève Rodis-Lévis, alors titulaire, après Ferdinand Alquier, de la chaire d'histoire de la philosophie moderne. Le Centre d'études cartésiennes est donc ancré à Sorbonne Université. Ses conseils, les conventions qui le lient à d'autres instituts de recherche et sa composition sont parfaitement officielles. Mais, c'est une autre particularité de l'équipe Descartes, les nombreux membres invités qui sont invités constituent informellement l'équipe Descartes et ne sont donc pas un ensemble fixe. Vous saisissez donc en quel sens le Centre d'études cartésiennes est et n'est pas l'équipe Descartes. Hors de la petite dizaine évidemment de ses membres qui ont constitué le conseil scientifique, il n'y a pas de membres associés au sens propre et universitaire du terme, si j'emprunte le jargon de l'administration de la recherche. J'en veux pour première preuve, en m'en tenant à des éléments qualitatifs et quantitatifs, excusez-moi, que 200 collaborateurs ont rendu compte de livres ou d'articles dans le bulletin cartésien. La liste en a été dressée il y a 3 ans en liminaire du bulletin 50 par Jean-Robert Mogat et Dan Arbib. Le bulletin cartésien, je crois qu'on peut le faire passer si vous le feuilletez. Le bulletin 10, monsieur, si vous voulez vous en saisir, il est là. Le bulletin 50, on peut le faire passer. Et vous verrez que c'est saisissant de voir cette liste de 200 noms qui ont rendu compte de livres ou d'articles. Rendu compte, cela veut dire, depuis les premiers bulletins cartésiens, que les publications cartésiennes n'y ont pas seulement fait l'objet de recensions, mais qu'elles ont été évaluées. Il est inutile que je développe ce point dont vous mesurez d'emblée l'utilité pour tous les chercheurs, jeunes ou âgés, étrangers ou français. La note liminaire du BC1 indiquait déjà « Notre but essentiel est de rendre service ». Et le bulletin cartésien 2 rappelle « Nous avons visé à être utiles ».
Je laisserai aux bonnes langues, ou aux mauvaises, qui sont, comme vous le savez, qui ne manquent pas à l'université, le soin de faire de cette utilité un critère de distinction entre le bulletin cartésien et les autres bulletins. Bulletin cartésien partie prenante, sans doute parce que partie prenante de la recherche à Sorbonne Université. Et aujourd'hui axe de l'UR, de l'unité de recherche métaphysique, histoire, transformation, actualité, que dirige le professeur Emmanuel Catin. Vous me permettrez d'en profiter pour faire un bref rappel bibliographique, sans énumérer la liste fastidieuse de toutes les manifestations et journées organisées depuis 50 ans, souvent dans l'alternance d'un grand colloque de plusieurs jours et d'une journée d'études moins nombreuse, plus érudite et plus technique, qui porte sur un corpus ou sur un concept déterminé, comme celui de la recherche de la vérité, ou consacré à un personnage clé, même s'il est moins connu que Descartes. Par exemple, ces dernières années ont eu pour objet Pierre Chanu, Jean-Louis Gué de Balzac ou François de Sales et la métaphysique. Les colloques importants ont tous été publiés, je les rappelle pour mémoire, j'espère sans en oublier. En 87, la date que je donne n'est pas la date de la publication, c'est la date du colloque lui-même. En 1987, le discours de la méthode et les essais à Lecce. En 92, les Mediationes à Rome. En 94, les Principia, de nouveau à Lecce. En 96, la correspondance à Perugia et Objecter et répondre à Paris. En 2000 et 2001, Montaigne à Chicago et à Paris. En 2004, Kant et Descartes. En 2013, Diderot. En 2014, Bacon et Descartes. En 2014, toujours les Passions de l'âme. Colloque qui a inauguré une collaboration aussi efficace qu'agréable avec la Fondation Saint-Ger-Polignac, dont le dernier colloque a porté sur Pascal, l'esprit du discernement, l'amour de la vérité en 2023. Les actes en paraîtront, comme pour plusieurs autres colloques, dans la collection The Age of Descartes, que dirige Giulia Bejojo chez Brepols. En 2016-2017, Malebranche. En 2017, Lamitz et les philosophies antiques et médiévales. En 2019, Mirabilis Scientiae Fundamenta, Descartes en Allemagne, auquel Jean-Luc faisait allusion, qui s'est tenu à Neuburg, à Nerdonau. J'ai sans doute oublié des colloques et des titres, je vous prie de m'en excuser. Mais je tiens à souligner deux choses. Premièrement, nous sommes passés de l'internationalisation des études cartésiennes, en gros 1970-1996, l'anniversaire même de la naissance de Descartes, à leur mondialisation depuis 1996. L'exemple du Canton est évidemment tout à fait clair de ce point de vue. Et la vocation du Centre d'études cartésiennes à s'ouvrir à toute l'époque moderne, c'est le deuxième point, jusqu'à Kant. Bref, la spécificité de l'équipe Descartes est d'assumer son rôle international unique de rencontre des chercheurs et de plaques tournantes des études cartésiennes, et donc d'organiser et de fédérer des travaux consacrés au cartésianisme ou au post-cartésianisme. Je laisse la parole à Igor Agostini qui va compléter ce que je suis en train de dire. Merci. Messieurs les académiciens et cofondateurs de l'équipe Descartes, Messieurs les vice-présidentes de la Sorbonne Université, Madame la prorectrice de l'Université du Salento, chers et chers collègues, chers et chers doctorants et étudiantes, Madame et Messieurs, bonsoir. Les partenariats entre les centres d'études cartésiennes et le Centro Dipartimentale di Studi su Descartes e il Seicento a permis aux deux universités de renforcer leur collaboration, pas seulement sur le plan de la recherche scientifique, mais aussi sur le plan institutionnel universitaire. Actuellement, Unisalento et Sorbonne Université partagent les activités scientifiques, congressuelles, séminarielles et éditoriales co-organisées par les deux centres, mais aussi un vrai et propre plan de formation supérieure qui couvre la carrière des étudiants du master et du doctorat grâce à des actes fondateurs. Une convention cadre signée en 1998 et, en 2001, la fondation d'un doctorat international en philosophie, forme histoire des savoirs philosophiques. Puis un master, un parcours italo-français qui donne un double titre à compléter ces plans d'instruction supérieure. Les résultats de ces partenariats sont impressionnants en termes quantitatifs. Une vingtaine de mémoires a été soutenue à ce jour, avec une moyenne de 3 étudiantes italiennes par an inscrites à la Sorbonne, incoming, et une cinquantaine de thèses en co-tutelle, 3 par an en moyenne, étaient soutenues à ce jour. Les deux projets ont reçu, au fil des ans, des financements répétés de l'université franco-italienne 2018, 2020, 2022, 2023, pour la mobilité des étudiants aussi, ce qui témoigne de leur qualité et de leur importance.
Les études cartésiennes, tout en s'épuisant pas les activités du doctorat, en constituent la pierre angulaire. Cette journée fait en effet partie du programme didactique du doctorat 2023-2024, qui continuera la semaine prochaine à Lecce avec la Lectio Magistralis de Jean-François Courtine. Je dirais en ce moment un mot sur les sites internet du centre de Lecce. www.cartesius.net, le site internet du Centre dipartimentale di studi su Descartes Ettore Lo Iacono, dont la direction scientifique a été assurée depuis sa fondation par Giulia Begioioso, met à la disposition des chercheurs italiens et étrangers des outils facilement accessibles en temps réel. Le site, en effet, propose désormais la totalité en libre accès de la bibliographie cartésienne. En particulier, différentes sont les publications qui sont accueillies sur les sites. Les bulletins cartésiens depuis 2002. Le site publie en ligne, à titre exclusif, la revue d'études Bulletin cartésienne, éditée par les centres en collaboration avec le Centro di Lecce. Et à partir du 2021, toutes les liminaires du bulletin cartésien. Je reviendrai un instant sur ce point. Puis, Alvearium, une revue annuelle d'histoire de la philosophie, désormais classée en fascia. Puis, i quaderni di Alvearium, Examina Philosophica, des numéros spéciaux de la revue qui, à partir de 2015, ont accueilli souvent, comme M. Carreau vient de le dire, les actes de plusieurs journées d'études co-organisées. Les liminaires, justement, c'est toute une nouvelle section qui permet de consulter en libre accès tous les liminaires de 1973 jusqu'à aujourd'hui, contenus dans les bulletins cartésiens. Il est également disponible à libre accès. Puis, les thèses de notre doctorat. En fait, le site accueille plusieurs thèses discutées au sein du doctorat en philosophie à partir de 2003. Puis, encore, l'édition complète de la correspondance de Descartes à partir de l'édition en 3 volumes éditée par Claude Crétzerier, conservée à l'Institut de France. Encore, l'Epistolario Edex, c'est-à-dire l'édition complète de la correspondance de Descartes à partir de la 2e réimpression de l'édition Bompiani, réalisée selon la graphie moderne. Le corpus a été mis au jour avec les acquisitions les plus récentes. Enfin, la bibliographie cartésiana, un répertoire bibliographique numérique qui se situe dans la ligne et continue la bibliographie cartésienne de Jean-Robert Armogat et Vincent Carreau, avec le concours de Massimiliano Savini et Michael DeVoe, qui couvre les années 1960-1996, et la bibliographie cartésienne de Gregor Sebba. L'édition de la correspondance et l'Epistolario Edex se connectent à un autre projet, celui du Corpus Descartes, projet 1R Pro Descartes, réalisé par une équipe dirigée par Vincent Carreau avec la collaboration de l'ingénieur de recherche Julia Roger de l'Université de Caen, et fruit d'une coopération entre les 3 équipes de Caen, de Sorbonne Université et de Lecce. Les Pro Descartes s'enracinent dans l'idée qu'il fallait entreprendre la numérisation du corpus cartésien, dans le cadre duquel les œuvres publiées du vivant Descartes et de la correspondance ont été transcrites et encodées selon les procédés XML-TEL. Le projet a bénéficié aussi de la subvention au titre de CPRR. Merci Igor. Je reprends en effet un instant la parole pour dire un mot des grandes éditions et traductions qui ont marqué les 50 dernières années. Igor mentionnera quant à lui, ou prendra pour exemple quant à lui, quelques grandes interprétations du cinquantenaire. Les colloques qui ont été principalement organisés au fil des anniversaires ont mis en évidence la nécessité de reprendre à nouveau frais les éditions du corpus cartésien. En ont témoigné les publications systématiques, des réimpressions, des éditions originales dues au Centro de Lecce et à l'éditeur Gabriele Conte, dont je salue la présence ici, en particulier la série de reprises d'ouvrages latin ou français de Descartes de 1987 à 2005. J'insiste en particulier sur le dernier reprint, absolument exceptionnel, en 3 fois 2 volumes. Il peut circuler, si vous saisir l'idée de là, il peut circuler en 3 fois 2 volumes,
que vous pouvez évidemment feuilleter. Il s'agit des lettres de M. Descartes de l'édition Clercelier de 1666-1667 sur l'exemplaire annoté, j'insiste, de l'Institut de France. C'est ça qui vous explique qu'il y a des béquets pour la notation en vue d'une réédition de correspondances de Descartes et que le truc qui a été trouvé, si je puis dire, par les éditeurs, c'est-à-dire Jean-Robert Amogat et Julia Belgioso, consiste à avoir fait des fascicules qui photographient les béquets ouverts alors que la page principale photographie les béquets fermés. Donc il y a un reprint suivi d'un deuxième exemplaire. Donc ça fait deux, c'est pourquoi je dis non pas 6 volumes, mais 2 fois 3 volumes. Ensuite, je dois évidemment mentionner l'édition bilingue des opérés posthumés et tutte le lettere, à Cura di Giulia Belgioso, chez Bompiani en 2009, que vous pouvez également voir ici. C'est les volumes que Dan est en train de se saisir. Ainsi qu'édition Adantanerie d'André Lalande. Et je remercie Aurore-Marie de nous avoir fait descendre ces beaux volumes. C'est l'édition originale CER 1904 et suivante des œuvres complètes de Descartes que possédait André Lalande. De ce point de vue-là, donc l'édition athée, de ce point de vue-là, vous savez chacun d'entre vous que l'équipe Descartes pourrait être appelée le club des athées. René Descartes, œuvre complète, sous la direction de Jean-Marie Bessade, ancien directeur du Centre d'études cartésiennes, et de Denis Cambouchner, que je salue également, chez Gallimard, collection telle. 7 volumes sont prévus, complétés par 2 volumes de correspondance édités par Jean-Robert Amogat, cofondateur du Centre d'études cartésiennes. Ont actuellement paru les volumes 1, 3, 4 qui est double, et puis la correspondance, et sous presse le volume le 2. Voilà. Il va de soi que ce panorama est très incomplet. Il faudrait que je mentionne au moins la traduction en japonais des œuvres complètes et de la vie de Descartes par Baillet de Hiroaki Yamada, ou celle en roumain dirigée par Vlad Alexandrescu et d'autres éditions encore. Enfin, je veux simplement noter la publication d'œuvres singulières de Descartes, éditions bilingues, annotations scientifiques et commentaires, ou de livres consacrés à la pensée cartésienne, en particulier au PUF dans la collection Épiméthée, ou qui l'éclairent singulièrement, et je pense par exemple à la publication chez Bompiani des lettres Beckmann, Mersenne, Descartes, éditées de nouveau par Madame Belgioso et Monsieur le professeur Amogat. Je laisse de nouveau la parole à Igor, si vous voulez dire un mot des grandes interprétations de ce cinquantenaire. Oui, merci. À la page 323 de la théologie blanche de Jean-Luc Marion, il y a une note très discrète qui commence avec une citation de Ferdinand d'Alquier. J'ai toujours été frappé par le fait que tout ce dont Descartes doute, c'est la science. Il faudrait préciser, ajoute Marion, Descartes doute de sa propre science, de celle qu'il a lui-même établie depuis les règles. Nous avons ici in nuce tous les programmes de la première des 3 trilogies marioniennes, cas uniques, pas seulement dans les domaines des études cartésiennes, et sur lesquels je me pencherai ici en les considérant comme éminentes spécimens de la recherche de ces dernières 50 ans. Les programmes, c'est-à-dire d'une reconstruction systématique du passage d'une épistémologie à la recherche du fondement, l'épistémologie des règles, ontologie grise, à la recherche de son fondement, théologie blanche et prisme métaphysique. Mais cette entreprise systématique, non seulement repose sur des analyses historiques tout aussi profondes, mais elle a aussi une colocation chronologique et problématique précise dans l'histoire de la littérature critique cartésienne, notamment dans la question que le grand colloque de Roimont, d'où est tirée la citation d'Alquier, colloque qui a vu s'affronter les protagonistes de ce qui reste peut-être la plus haute saison des études cartésiennes après Gilson et Laporte, la saison d'Alquier, Gouillet, Guéroult, Lodi-Lévis. Colloque qui a eu l'importance de souligner, mais n'a pas résolu, la question des rapports entre philosophie et science, ou, si l'on veut, entre méthode et métaphysique. Ce que Marion a soutenu d'un bout à l'autre de son œuvre, c'est que la solution de ces problèmes est possible à la seule condition de voir dans les méditations les fondements métaphysiques, non pas d'une épistémologie, mais d'une ontologie, c'est-à-dire de caractériser les rapports entre métaphysique et méthode, non pas dans le sens d'un rapport de fondation de la science par la métaphysique, mais de la métaphysique générale par la métaphysique spéciale. Et il semble facile aujourd'hui de le constater, mais une telle entreprise exégétique, qui n'avait pas été conçue avant, ne semblait pas même concevable, après l'interprétation néo-kantienne, qui avait identifié le cœur de la pensée de Descartes dans les règles. Et malgré la réhabilitation de ces dernières méditations par Husserl, qui n'a pas sauvé dans les méditations tout ce qui suit à la découverte du cogito et des cogitationes, en tant qu'affligé par les préjugés métaphysiques scolastiques
dénoncée par Gilson et Quiré. La thèse fondamentale de l'ontologie grise est en effet que les détrônements accomplis dalle regole dell'ontologia aristotélicienne de l'ens ut ens au profit dell'epistémologie de l'ens ut cogitatum, objet de la mathesis universalis, n'est nullement une démission de l'ontologie en tant que telle, mais une reprise et une transposition de celle-ci sous la forme d'une ontologie, quoique grise, en tant que dépourvue de fondement. L'ens, en effet, précisément en tant que cogitatum, est fondé sans pour autant que son fondement soit examiné. Et cela non seulement parce que la nature de celui-ci n'est pas explicitée, mais plutôt, si je peux dire, puisque son identité même ne l'est pas non plus. En effet, lorsque, pour la première fois, le fondement de l'ens cogitatum de l'ontologie grise apparaît chez Descartes, il ne se révèle pas comme cogito, mais plutôt comme l'infini incompréhensible. C'est l'objet de la théologie blanche. Même cette œuvre capitale ne se dresse pas comme une cathédrale dans le désert, mais se rattache au grand débat sur la théorie des vérités éternelles, de la création des vérités éternelles, ouverte par Gilson en 1913. Marion reprend la thèse de Pierre Garenne, selon laquelle l'adversaire de la théorie de la création des vérités éternelles s'identifie non pas à Thomas d'Aquin, mais à Suarez. Doctrine dominante, celle de Suarez, dans la scolastique jésuite de l'époque, selon laquelle les vérités éternelles sont indépendantes de l'intellect de Dieu. Marion, cependant, explicite les implications historiques et théoriques de ces points décisifs, en montrant comment la conception suarécienne configure une dérive univociste pénétrée pas seulement dans la culture scolastique, à partir des Cajetins, mais aussi dans la science de l'époque. La découverte que Gouillet avait entrevue, sans pour autant en hypothétiser les raisons historiques et théoriques, est ainsi rendue intelligible. Le modèle de la connaissance de Dieu à l'œuvre dans la métaphysique cartésienne est le modèle équivociste de l'inversion métaphysique. Cependant, cette univocité exige que l'extension de la doctrine de la création des vérités éternelles soit la plus grande possible. Selon Marion, il n'y a aucune vérité qui s'impose à Dieu, si ce n'est sa propre existence, les principes de la cause y compris, et donc rejeter toute distinction entre des ordres d'impossibilité, distinction à l'époque également largement défendue par des interprètes sur tout le reste aux antipodes, comme Guéroult et Gouillet. De l'autre côté, Marion maintient fermement l'impossibilité d'une violation par Dieu des vérités éternelles, déjà établies, un point sur lequel Marion diffère de l'autre grande interprétation de Jean-Marie Bessade. Bien plus que ça, cette thèse constitue le corps même de l'œuvre de Marion. L'élimination du doute sur la mathématique de la méditation première ne consiste pas dans la réfutation de l'hypothèse d'un Dieu trompeur qui pourrait truquer l'évidence, mais dans l'idée qu'il n'y a pas d'espace pour la violation de la correspondance que Dieu a établie par la création des vérités éternelles entre la perception de l'objet et entre la perception et l'objet. Autrement dit, qu'il n'y a pas d'espace pour un surcodage qui disqualifierait comme fondement ultime de la rationalité les codages par lesquels Dieu a réglé les rapports entre sensation et figure. Pas seulement, donc, il n'y a pas d'opposition entre Dieu trompeur et Dieu créateur des vérités éternelles, mais la création des vérités éternelles coïncide avec la fondation de la rationalité instaurée par la troisième méditation. De cette manière, pas seulement est attesté contre Guéroult la présence de la théorie de la création des vérités éternelles dans les méditations, mais prouvé pour la première fois sa centralité théorique dans l'ouvrage et plus en général dans le développement de la pensée de Descartes. Néanmoins, si l'enquête de la théologie blanche a mis au jour les fondements absents des règles, elle a aussi montré la transition incessante. Il passe de la méthode, donc de la mens humana, à Dieu, créateur des vérités éternelles, puis encore à la mens humana, puisque c'est Dieu qui instaure les codes en nos âmes. Puis, avec le renversement du doute hyperbolique, il se dédouble dans l'ego humain et en Dieu existant et créateur de l'existant et du possible. Il s'ensuit que les fondements de la théologie restent gravés de l'ambivalence qui caractérise déjà l'ontologie grise. Et c'est pour cette raison que cette théologie est blanche. Cette indécision se manifeste aussi au point terminal de cette transition. Si la théorie de la création des vérités éternelles pousse en effet à l'équivocité, la nécessité de fonder la science
donc l'existence de Dieu, exige un retour à l'analogie en raison de la nécessité de soumettre Dieu à la cause. Troisième méditation, première et quatrième réponse. Mais précisément à cause de cela, une telle analogie, loin de réduire la tendance à l'univocité, l'augmente. Les dictats de la raison s'imposent à Dieu lui-même. D'ici une véritable aporie. Une vérité logique contredit à la création des vérités éternelles, puisqu'elle conditionne l'existence elle-même de Dieu. La position de 1630, donc aussi de méditation, semble donc se contredire à 1641. La seule solution possible est que l'essence divine ne satisfait à l'univocité formelle de la cause intelligible que par une quasi-cause, elle-même incompréhensible. Ainsi, la position des responsiones, loin de contredire à 1641 des décisions de 1630, la retrouve. Mais elle ne la retrouve que sous licence antique, ainsi que la confirmation des positions exige la dualité des niveaux d'analyse, ontiquement équivocité, épistémologiquement univocité. Mais si toute contradiction est enlevée, il reste néanmoins l'existence d'une indécision qui fait blanche, c'est-à-dire indécise, la théologie de Descartes. Au moment même où elle ouvre la métaphysique à sa modernité, en occultant de manière définitive la question de l'analogie et instaurant l'univocité de la causa sive ratio jusqu'à forger l'idée causa sui, un point, cette dernière qui sera contestée par Vincent Carreau, elle ouvre en tout autre sens la métaphysique. Il y inscrit l'idée incompréhensible de l'infini dans une transcendance scientifique qu'aucune univocité formelle ne pourra clore. Il remettait au troisième ouvrage de la trilogie, les prismes métaphysiques de Descartes, de dévoiler ces deux points. Tandis que, et je m'arrête ici, puisque je passe d'espace, tandis que l'ouvrage sur la pensée passive de Descartes montrera qu'à côté de l'infini qui dépasse la métaphysique dans la constitution ontologique, même l'union, à cause de sa passivité constitutive, dépasse également la constitution ontologique de la métaphysique. Je voudrais à mon tour prendre un exemple, après Igor, de cette circularité entre le philosophique et l'historique ou historico-philologique appliqué à des champs nouveaux et concernant des nouveaux travaux donc sur Descartes. Cette remarque portera pour ma part sur la scolastique moderne et le renouvellement, un siècle après Gilson, de ses travaux sur le rapport de Descartes à la scolastique. Après un siècle pendant lequel les principales études du cartésianisme sont largement portées sur les cartésiens de la seconde génération, ou en tout cas de la seconde moitié du XVIIe siècle, les travaux consacrés à la seconde scolastique se sont heureusement multipliés depuis 2 ou 3 décennies, au terme du temps d'incubation, si j'ose dire ainsi, des ouvrages pionniers de Gilson. Ils ont en particulier évalué l'importance décisive du scotisme moderne, et en disant scotisme moderne, je ne peux pas ne pas évoquer les travaux du directeur du Centro de Lecce. Ce faisant, je mentionnerai simplement les 3 titres qu'a publié Igor Agostini. En 2008, L'Infinità di Dio, il dibattito da Suarez a Caterus. En 2010, L'Idea di Dio in Descartes. Et en 2016, en français, La démonstration de l'existence de Dieu, les conclusions des 5 voies de Thomas d'Aquin et la preuve a priori dans le thomisme du XVIIe siècle. Je vais dire un mot simplement du tout dernier livre. Il est en effet indigeste par sa taille, par ses abondantes citations latines non traduites et par les nombreux auteurs inconnus des cartésiens qui sont présentés. Ce livre est évidemment destiné à des lecteurs déjà savants et qu'ils seront encore plus après la lecture du bouquin d'Igor. Mais il y a des éditeurs qui ne craignent pas de maintenir une politique éditoriale véritablement scientifique en visant un public qui n'est précisément pas un public, car il est composé d'une part de bibliothèques, de l'autre de pairs, de chercheurs, de professeurs ou de doctorants. C'est ainsi le cas de la collection The Age of Descartes, déjà mentionnée, qui pour son premier volume a frappé, si je puis dire, un grand coup avec ce livre. Quant au thomisme, ou plutôt au thomisme au pluriel moderne, officiellement enseigné dans toutes les universités, et en particulier dans les cours qui commentent la prima pars de la somme de théologie, il semblait peu utile de l'étudier pour elle-même, dès lors que l'arbre que constitue Jean de Saint-Thomas cachait la forêt. L'ouvrage d'Igor Agostini a mis fin à ce présupposé paresseux, en particulier en examinant de très près la théologie dominicaine, mais pas seulement dominicaine, permettant ainsi de vérifier le mot de Hegel selon lequel « Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt ». L'enquête menée par Igor Agostini porte sur l'histoire du thomisme au XVIIe siècle, mal connue donc. Nous avons affaire à un ouvrage qui éclaire à contrario, avec une grande précision, les Meditationes et les Responsiones, en présentant et en donnant à comprendre ce à quoi la philosophie première de Descartes s'oppose, à savoir les interprétations thomistes, au pluriel donc, excusez-moi, à partir de la problématique cachétane,
Les preuves d'existence de Dieu sont les 5 voies de la prima pars de la Summa Theologiae, question 2, articles 2 et 3. Puis, en ce qu'elle prolonge en s'en distinguant néanmoins, à savoir la possibilité d'une preuve a priori, dont Igor montre le caractère inattendu et même imprévisible de la part de thomistes, tant elle semble contredire l'explicite de la position de saint Thomas lui-même dans le texte canonique qui pose l'exclusivité de la démonstration a posteriori de l'existence de Dieu. On pressent d'emblée que ces multiples preuves sont devenues fort impliquées, pour parler comme Pascal, et on sait gré à l'auteur du soin apporté à les désimpliquer, à les expliquer donc, pour nous en faire comprendre la complexité et l'évolution, en répondant à 2 préambules problématiques qui récapitulent les résultats des analyses et qui indiquent leurs enjeux principaux. Il se trouve ainsi confirmé que la centralité, je cite, de la référence à saint Thomas, loin de conduire à une systématisation de sa pensée, se traduit au contraire par une pluralité d'interprétations, y compris celles qui vont à contre-courant. L'histoire ainsi retracée met finalement en évidence non seulement le caractère polymorphe des thomismes modernes, mais aussi les profondes différences de lecture entre les différents grands moments du siècle, ainsi que l'identification du déclin des preuves jusqu'à leur dissolution dans les grandes synthèses. Ici, Igor cite 2 auteurs qui sont bien connus, qui sont évidemment Labat et Gonnet, en particulier sous l'effet de la disparition de la problématique cagétane, de l'attention toujours plus grande à la question de l'athéisme. On peut faire confiance à cette synthèse magistrale de tant d'interprétations délicates, de thèses restées jusqu'ici indistinctes, et on restera évidemment admiratif devant ce qui est, à mes yeux, un maître livre. Merci. Donc, je prendrai ici comme exemple de la circularité vertueuse du philosophique et de l'historique philologique la réflexion de Vincent Carreau sur Pascal. Lorsque Vincent Carreau titrait son premier ouvrage sur la question du rapport précisément entre Pascal et la philosophie, il posait un problème largement débattu depuis longtemps. La pensée pascalienne relève-t-elle de la philosophie? 30 ans plus tard, et 3 éditions plus tard de Pascal et la philosophie, force est de constater que cet ouvrage a constitué bien plus qu'une nouvelle contribution à ce débat. Il a tenu la promesse audacieuse et cruciale faite dans l'avant-propos, déployer, en abordant la question classique de l'appartenance de Pascal à la philosophie, une problématique nouvelle, c'est-à-dire la reconstitution du passage intellectuel dans lequel les concepts pascaliens des philosophies et les figures qu'il convoque prennent place et de considérer les traitements spécifiques que Pascal fait subir aux notions dont il hérite. C'est sur cette base que les problèmes de départ trouvent une réponse affirmative. La pensée de Descartes et de Pascal relève de la philosophie, et Pascal appartient de plein droit à l'histoire de la philosophie, d'abord, en son époque, cartésienne, ensuite. La démonstration passe par la démonstration d'un point complexe, à savoir que Pascal appartient à l'histoire de la philosophie de manière paradoxale. Pascal et la philosophie se lient dans l'ambivalence d'un rapport, un rapport d'attirance et de répudiation, constante et quasi obsessionnelle, d'où ce qui constitue la marque de fabrique des pensées, mais aussi son trait profondément anti-augustinien. Non pas un effort apologétique dénonçant l'échec de la philosophie, mais avant tout une volonté constante de rompre cette dépendance à l'égard de la philosophie et surtout, de manière paradoxale encore, à l'égard de la figure de Descartes lui-même, le vrai et seul catalyseur de la réflexion de Pascal. Si, en effet, presque tous les philosophes sont congédiés, Descartes constitue un interlocuteur tout à fait privilégié. Les philosophies et Descartes s'excluent réciproquement, mais Descartes ne fait pas nombre avec les philosophies. Et si Pascal accepte Descartes pour reproche adressé aux autres, c'est bien puisque si presque tous les philosophes confondent les idées des choses, Descartes seul fait exception à cette confusion constitutive. Et les premières la dénoncent. Et néanmoins, à peine le cartésianisme de Pascal est-il confirmé qu'il est subverti. Le rapport de la pensée de Pascal à la philosophie, comme il résulte des pensées, se configure en effet en 3 moments. Rejet des philosophies, destitution de la métaphysique en sa figure cartésienne, subversion du cartésianisme et des concepts de la philosophie. Se moquer de la philosophie peut donc admettre cette triple signification. Le rapport de Pascal à la philosophie à Descartes est donc saisi. Une fois constaté et expliqué l'échec des philosophies, la pensée pascalienne consiste à partir de Descartes,
au double sens où elle l'a pour origine et où elle essaye de s'en détacher. Elle procède du cartésianisme et s'efforce d'en sortir. Or, cette destitution et subversion de la philosophie cartésienne a pour objet privilégié les deux étangs que la métaphysique cartésienne avait, elle, privilégiés, selon sa double constitution ontologique, l'ego et Dieu. D'ici les chapitres magistraux tels que l'a défini Xavier Tillet, consacré par Carreau à la critique pascalienne de Descartes. On découvre ainsi, et c'est l'auteur lui-même qui le souligne, l'origine profonde de l'œuvre de Carreau, à savoir les limites de la métaphysique. La question des limites de la métaphysique était à l'origine de notre travail sur Pascal. Pascal visait bien le cœur de la métaphysique cartésienne en sa double constitution ontologique. De l'autre côté, ce n'est que suite à cette destitution et à cette subversion qui prend forme la sortie de Pascal de la philosophie et du cartésianisme, qui passe par l'organisation de la théorie des trois ordres qui destitue la philosophie première cartésienne. C'est bien une anthropologie du divertissement qui prend forme ici et qui constitue une réflexion proprement originale et tout à fait élaborée qui semble couper la dépendance envers Descartes. C'est celle que Carreau appelle une deuxième anthropologie, sur laquelle, toutefois, en cet premier ouvrage, il ne dit pas beaucoup. Puisque, plutôt que la sortie pascalienne de la philosophie de Descartes, Pascal et la philosophie est intéressée à reconstruire la route qui amène cette sortie, c'est-à-dire à repérer les matériaux avec lesquels Pascal peut enfin arriver à reconstruire sa propre pensée, matériaux qui ne sont que les ruines de la philosophie cartésienne. La pensée pascalienne s'édifie sur ces ruines. Ça sera le second ouvrage de Carreau qui thématisera, en revanche, l'anthropologie du divertissement, issue de la subversion de Descartes. Je crois qu'il s'agit là pas seulement d'un approfondissement, mais d'une vraie palinodie. Carreau s'est entre-temps rendu compte que la seconde anthropologie comporte de nouvelles prémices cartésiennes qu'il n'avait pas remarquées. Non avevo colto, je cite en hommage à cette journée franco-italienne la traduction de Stéphanie Vermeau pour la collection du Centre, alcuni dei suoi inizi cartésiani. Mais, de cette manière, la seconde anthropologie ne constitue pas une sortie de la pensée cartésienne, mais naît et se déroule à l'intérieur de celle-ci. Dans les dernières pièces de la théologie pascalienne de Carreau, Pascal de la certitude, Vincent Carreau développera la thèse selon laquelle la subversion des concepts cartésiens s'accompagne à leur usage aussi par rapport au cas exemplaire de la certitude. Et ici constaté celui que Carreau appelle le cartésiano-palonisme de Pascal, qui est le fil conducteur de tous les volumes et qui est exemplifié de manière pragmatique dans les premiers chapitres dédiés à Emmanuel Martineau, qui a pour objet les discours de la certitude du mémorial. J'avais écrit autre chose, mais je m'arrête ici. Merci Igor de vous arrêter ici parce que nous avons été vus, comme vous le voyez, pour essayer de rendre compte des activités multiples et multiformes du Centre d'études cartésiennes. Tout ça pour se garder un petit moment, une dizaine de minutes va suffire sans doute, pour prendre l'exemple de quelque chose qui a déjà été souligné par Igor Agosti tout à l'heure, qui est l'originalité des liminaires dans le bulletin cartésien. Comme vous savez, les liminaires, le bulletin cartésien vaut beaucoup par ses recensions, mais vaut aussi par ses liminaires qui contiennent toujours des notes ou des petits articles qui précisent un point déterminé et qui font ainsi augmenter la science cartésienne de nos lecteurs. J'ai beaucoup hésité, alors d'abord, je veux vous proposer ceci pour vous désennuyer un peu, en particulier désennuyer les non-philosophes de la salle. Et deuxièmement, j'ai beaucoup hésité entre prendre pour exemple le colloque de Neubourg, mais l'absence de Walter Schwadler, qui vient d'être victime d'un accident de la route, m'a conduit à ne pas parler de Neubourg et de ce colloque sur le 4e anniversaire des rêves de 1619, mais à prendre pour exemple un liminaire qui va apparaître dans le prochain bulletin, donc qui est pour l'instant inédit. C'est pour ça, Dan, si vous voulez de nouveau faire passer ces feuilles, j'ai photocopié, puisque je suis pas capable de maîtriser les instruments informatiques modernes, j'ai photocopié pour tout le monde, ou presque tout le monde, l'article 190 des Passions de l'âme, dont je vais dire un mot pour terminer, afin de faire un peu d'histoire et un peu de philosophie à nouveau frais. Je suis désolé de vous faire passer la photocopie de l'édition Alquier, je vous prie de m'en excuser, mais simplement l'édition à Dantannerie tenait sur 2 pages, l'édition Alquier était plus rapide à photocopier sur une seule page. Il s'agit de la définition de l'article 190, de la satisfaction de soi-même. Descartes, alors je ne vais pas évidemment l'expliquer, Descartes
dit ceci. Vous voyez que cet article 190 est dans deux parties. Descartes définit en trois lignes la satisfaction de soi-même. C'est la vertu, c'est celle qu'ont toujours ceux qui suivent constamment la vertu, qui est une habitude dans leur âme qui se nomme tranquillité ou repas de conscience. Mais aussitôt après avoir défini, Descartes se fait une objection. Que se passe-t-il quand la cause de cette satisfaction de soi-même n'est pas juste, en cas de cause injuste de la satisfaction de soi-même? Évidemment qu'il faudrait, si j'avais un peu plus de temps, opposer cette cause injuste de la satisfaction de soi-même à la satisfaction de soi-même, excusez-moi, qui n'a pas de cause, et qui s'appelle évidemment l'orgueil. Vous savez que Descartes définit dans un article qui précède l'orgueil comme une satisfaction de soi-même absolument sans cause et sans motif. Là, il s'agit d'une satisfaction de soi-même il y a une cause, mais qui est une cause injuste. Et Descartes conclut donc, toutefois, lorsque cette cause n'est pas juste, c'est au milieu du texte à peu près, c'est-à-dire lorsque les actions dont on tire beaucoup de satisfaction ne sont pas de grande importance, ou même qu'elles sont vicieuses, elle est ridicule, et ne sert qu'à produire un orgueil et une arrogance impertinente. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est les quelques remarques que je vais vous proposer portent sur la deuxième partie de l'article, ce qu'on peut particulièrement remarquer en ce qui, etc. Donc c'est exactement la deuxième moitié de l'article, 2 lignes après la référence marginale à la page 472, datée 11 selon Alquier. Cet exemple que prend Descartes m'a étonné pour 2 motifs que je vais vous livrer immédiatement. Je commence donc par lire le texte. Ce qu'on peut particulièrement remarquer en ceux qui, croyant être dévots, sont seulement bigots et superstitieux, c'est-à-dire qui, sous ombre qu'ils vont souvent à l'église, qu'ils récitent force prières, qu'ils portent des cheveux courts, qu'ils jeûnent, qu'ils donnent l'aumône, pensent être entièrement parfaits et s'imaginent qu'ils sont si grands amis de Dieu, qu'ils ne sauraient rien faire qui lui déplaise, et que tout ce que leur dicte leur passion est un bon zèle, bien qu'elle leur dicte quelquefois les plus grands crimes qui puissent être commis par des hommes, comme de trahir des villes, de tuer des princes, d'exterminer des peuples entiers, pour ceux-là seuls qui ne suivent pas leurs opinions. En lisant ce texte, ou en relisant plutôt ce texte, j'ai été étonné par 2 choses. Premièrement, puisque c'est quelque chose que j'avais essayé de montrer il y a déjà quelques années, premièrement, la référence à l'Écriture sainte. Contrairement à ce qu'on a beaucoup dit ou cru, Descartes cite beaucoup plus l'Écriture sainte qu'il n'est souvent admis. En particulier ici, il cite évidemment Matthieu 6, le discours sur la montagne, et les prescriptions évangéliques, vous le voyez, ceux qui récitent force prière, jeûnent, donnent l'aumône. Les 3 prescriptions évangéliques de Matthieu 6, qui sont ici reprises par Descartes. Je me suis donc posé une question, qui est la suivante. Qu'est-ce que viennent faire les cheveux courts dans ces 3 prescriptions évangéliques? Quand on lit Matthieu 6, évidemment, jeûner, prier, faire l'aumône, d'accord, mais porter les cheveux courts, c'est pas dans Matthieu 6. En réalité, c'est dans la première aux Corinthiens, chapitre 11. Qu'est-ce que donc vient faire cette référence aux Corinthiens, porter les cheveux courts, dans les prescriptions évangéliques d'ici? Deuxième point d'étonnement en lisant ce texte, c'est qui porte sur la fin du texte. Ceux qui sont donc les hypocrites, c'est-à-dire ceux qui se croient dévots et qui sont que bigots et superstitieux, ces hypocrites, Descartes n'y va pas de main morte, leur passion leur dicte les plus grands crimes commis par des hommes, comme, il y a 3 exemples, trahir des villes, tuer des princes, exterminer des peuples entiers, par ceux-là seuls qui ne suivent pas leurs opinions. Je me suis donc demandé si Descartes disait ça de façon générale ou s'il avait présent à l'esprit un point tout à fait particulier. Il est également admis chez les cartésiens qu'en dehors de la lettre à Woudt, qui porte sur l'affaire locale de Bois-le-Duc, qui devient régionale dans son débat avec Woudt, Descartes ne cite pas l'actualité historique, est indifférent dans ses œuvres publiées, j'entends pas dans ses lettres, dans ses œuvres publiées, il est indifférent à l'actualité historique, et donc il n'y a pas une seule référence de Descartes à ce qui se passe de son temps. C'est évidemment faux, et je vais essayer de vous l'indiquer brièvement maintenant. Je vais commencer donc par le deuxième sujet d'étonnement et le plus facile. Ceux qui tuent des princes. Tuer des princes. Sous ce pluriel de généralité, Descartes pense évidemment à la décapitation, la décollation du roi Charles Ier d'Angleterre le 30 janvier 1649 en calendrier julien, c'est-à-dire le 9 février en calendrier grégorien 1649. Cette décapitation de Charles Ier d'Angleterre, on sait qu'elle a affecté Descartes, qui il la connaît probablement à Egmont 10 ou 11 jours après qu'elle a eu lieu, et donc 2 jours plus tard, il adresse le 22 février 49 une lettre très célèbre de consolation à la princesse Élisabeth concernant son oncle. Il est trop tard évidemment pour que je mentionne ici plus longuement cette lettre de consolation à Élisabeth. Mais évidemment que le plus facile dans cet étonnement, c'était d'identifier tuer des princes, c'est évidemment, Descartes pense évidemment à la décapitation de Charles Ier. Deuxièmement, trahir des villes. Il y a une forte suspicion de trahison lors de la chute de Shrewsbury, lors d'une attaque surprise par les parlementaires le 22 février 1945. La perte a été de grandes conséquences car Shrewsbury était un nœud routier essentiel
entre le camp royaliste, entre les deux places d'Oxford. Oxford, c'était la base principale de Charles Ier, et de Bristol, qui était la ville du comte Rupert, du prince Rupert, qui était son oncle. Il reste que les trois exemples cartésiens que je cite ici ne semblent pas faire allusion à des événements antérieurs à 1649. Je vais y revenir dans un instant. Troisièmement, exterminer des peuples entiers. De quoi s'agit-il? Ce qu'on appellerait, nous, évidemment, des génocides. Il est plus que probable que Descartes évoque ici le massacre des Irlandais. Vous savez que les historiens aujourd'hui parlent de 40% de la population irlandaise qui aurait été massacrée lors de la conquête de l'Irlande par Cromwell et la New Model Army au début de septembre, ou dans le Behemoth Obsidy à partir du 2 août, je n'ai pas vérifié la date, c'est 149. Mais particulièrement dans cette extermination de peuples entiers, il faut mentionner la prise de Drogheda le 11 septembre 1649 et le massacre systématique des défenseurs catholiques et royalistes. Il y a certes eu avant Drogheda des atrocités, signe avant-coureur des massacres irlandais lors de la guerre civile anglaise. Mais les choses ont pris une toute autre dimension avec la victoire cromwellienne en Irlande. À Drogheda tout particulièrement, sur son ordre personnel, j'y insiste, Cromwell fit massacrer des défenseurs et plus largement des royalistes anglais ainsi qu'une partie de la population qui avait trouvé refuge dans la ville. Et ceux qui s'étaient retirés dans la cathédrale n'y échappèrent pas puisque sur son ordre, j'y insiste, sur son ordre même, Cromwell a fait mettre le feu à la cathédrale. Combien sont morts? Les historiens disent 2000. Cromwell se vante d'au moins 2000 plus des civils, peut-être 3000 hommes, et sans doute donc plusieurs centaines de civils. Après quoi, il commencera l'expropriation des catholiques et des royalistes en Irlande. Je n'ai pas le temps de citer ici une lettre tout à fait stupéfiante de Cromwell adressée au speaker du Parlement anglais le 16 septembre 1949 de Dublin, où Cromwell se vante littéralement de cette extermination en disant « c'était la volonté de Dieu », il se vante d'avoir mis le feu à la cathédrale, il se vante de toutes ces actions qui nous paraissent, nous, parfaitement horribles. Je reviens donc le troisième point, tuer des princes, je crois que c'est clair, c'est le meurtre de Charles Ier, exterminer des peuples entiers, c'est l'extermination de la population catholique et royaliste d'Irlande, trahir des villes, il s'agit évidemment de la possibilité de la trahison de Drogheda, en laquelle Descartes croit certainement, comme les contemporains, je renvoie encore de nouveau ici au Behemoth. Muni donc de cette réponse, je peux dire que Descartes a bien cité correctement et précisément l'actualité historique de son temps. Je reviens donc à la première question. Que viennent faire les cheveux courts dans le jeûne, la prière et l'aumône? Réponse. Il est bien connu que Cromwell et ses hommes étaient bigots et superstitieux, ça ne fait pas de doute. Les témoignages sur Cromwell et sur la New Model Army confirment qu'ils s'imaginèrent qu'ils sont si grands amis du Dieu et qu'ils ne sauraient rien faire qui lui déplaise. Et vous savez que Cromwell lui-même était un puritain imbu de citations vétérotestamentaires. Il prêchait en permanence, il avait sans cesse à la bouche un verset biblique qui lui fournissait une justification, et en général, il citait l'extermination des Amalécites, ordonnée par Dieu à Saül, selon 1 Samuel 15, 3 et 18, précédent bien connu, mais on peut aussi citer évidemment l'exemple d'Esther ou d'Athalie qu'il citait beaucoup lui-même. Donc, que vient faire, je repose la question, que vient faire entre la prière, les jeûnes et l'aumône exhibés par les faux dévots, la remarque cartésienne selon laquelle les bigots et superstitieux portent les cheveux courts? Réponse, Descartes fait évidemment référence ici, je dis évidemment, ça m'a pris un petit moment d'être certain, donc je relève l'évidemment, Descartes fait référence ici aux Roundheads de Cromwell, victorieusement ennemis des royalistes et des catholiques, en appliquant la lettre, le verset d'un Corinthiens 11-14, selon lequel ce serait pour un homme une infamie, une ignominie, une honte de se laisser pousser les cheveux. Je vous dis le texte, si je l'ai noté, le texte que Descartes lit lui-même. Donc je n'ai pas noté ici. Enfin, en tout cas, croyez-moi, il dit ça il le lit probablement en latin. Donc ce serait une honte, il dit une infamie, une ignominie en latin, de se laisser pousser les cheveux. Donc les Roundheads sont ce qu'on appelle en français les têtes rondes, c'est-à-dire des puritains au crâne rasé qui combattent les cavaliers depuis 1642, royalistes aux cheveux longs et bouclés. 1642, c'était le début de la guerre civile en Angleterre, après que le Parlement a conclu une alliance avec les Écossais, le Covenant, qui légitime la confession presbytérienne. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que Descartes intègre dans les prescriptions évangéliques cette référence aux cheveux longs pour nommer les Roundheads de Cromwell. Je vous propose donc une conclusion. Le discours de Descartes, si simple et bref, maintient principalement le dessein d'expliquer les passions en physicien. Mais
L'ajout de la seconde partie de l'article 190 témoigne, me semble-t-il aussi, de ce que Descartes savait expliquer les passions en philosophe moral. En effet, cette seconde moitié de l'article 190 développe de façon étonnante, mais pour nous, mais explicite pour les contemporains, un exemple particulier qui ne s'explique que parce que Descartes pense aux exactions de Cromwell et de ses Roundheads, qui le scandalisent certes, mais qu'il analyse comme un effet de la bigoterie et de la superstition, donc de l'hypocrisie, c'est-à-dire de la conjonction de l'orgueil et de la bassesse, à quoi s'oppose l'ingénérosité, sous prétexte de dévotion, la dévotion typique du puritanisme, pour commettre les plus grands crimes. On comprend donc qu'il en va tout autrement de l'exemple de Charles Ier qu'il analyse pour consoler Élisabeth dans la lettre du 22 février 49 et de l'exemple de Cromwell dont il est pris ici. L'exemplum de Charles Ier explicandum est, il est absent donc des passions de l'âme, alors que l'exemple de Cromwell est explicans, auquel l'allusion est transparente pour les contemporains et qui permet de remarquer ce que Descartes appelle les effets affreux de la satisfaction de soi-même quand la cause n'est pas juste. Je vous propose donc deux conclusions. Une conclusion plus générale qui porte sur le rapport de Descartes à la politique de son temps et une seconde conclusion qui concerne plutôt les cartésiens qui porte sur la difficile datation des passions de l'âme. Comme je l'ai dit en commençant, les commentateurs de Descartes estiment qu'il n'est jamais question de l'actualité politique dans ses œuvres publiées, malgré les conversations écrites ou orales que Descartes a eues avec la princesse Élisabeth, avec la reine Christine, avec Newcastle, etc., voire avec Chanut. Ces conversations n'auraient, selon les spécialistes de Descartes, laissé aucune trace dans les 4 livres principaux publiés par Descartes, ou peut-être une seule fois dans un 5e livre, on ne sait pas si c'est un livre ou une lettre, puisqu'il s'appelle Epistola ad Vossium, c'est donc une lettre qui a la taille d'un livre, l'affaire de la Confraternitas Mariana de Bois-le-Duc. Donc au contraire, cet article 190 témoigne d'un Descartes non seulement sensible aux événements politiques internationaux, majeurs, mais tout à fait prompt à les analyser. Première conclusion qui concerne donc, si je puis dire, tout le monde. Deuxième conclusion qui concerne plus proprement les cartésiens, qui porte sur la bibliographie de Descartes. Cette seconde conclusion, je l'énonce sous la forme d'une hypothèse qui requiert d'être discutée. Si la première moitié de l'article 190 s'inscrit dans le développement des passions, et vous voyez que si on compare sa longueur, la première moitié est comparable en taille aux fragments, aux articles environnants. Donc, en analysant l'opposition entre satisfaction légitime de soi légitime et satisfaction de soi illégitime, et se faisant donc en complétant ou en revenant sur l'article 157 que je citais tout à l'heure de l'orgueil, l'évocation de la condamnation à mort de Charles Ier prouve que la rédaction de la seconde moitié de l'article 190 est postérieure évidemment à la fin de février 49. Descartes a donc ou bien substitué un exemple initialement prévu, celui sur Cromwell et les Roundheads, ce que je ne crois pas, ou bien, ce que je crois, il a purement et simplement ajouté ce dernier exemple, en fait quelques lignes, et même en fait une seule phrase, à peine plus d'une page à l'édition originale en petite inuit. La question qui se pose aux cartésiens est donc de savoir quand Descartes a fait cet ajout. La réponse à la seconde lettre de l'avertissement d'un des amis de l'auteur indique que Descartes a livré les passions à l'impression après le 14 août 1649. Est-ce qu'on ne peut pas avancer ou reculer, si vous voulez, avancer dans le temps un peu cette date ? Si l'extermination de peuples entiers fait référence, comme je le crois, au massacre de Drogheda, l'exemple date à peu près de la 3e semaine de septembre. Il faut, disons, 8 jours, 10 jours, 11 jours pour que la nouvelle parvienne de l'Irlande, du massacre de Drogheda, à la Hollande. Exactement comme il a fallu 10 ou 11 jours pour que la décapitation de Charles Ier parvienne à Egmont, en Nouvelle-Egmont. Donc, si l'exemple date à peu près la 3e semaine de septembre, le temps que paraisse la nouvelle de l'assaut de Drogheda le 11 septembre, l'avis de Descartes et une lettre de Brassé à Chanut du 7 septembre 49 fixent le départ de Descartes pour la Suède le 1er ou le 2 septembre. Vous voyez évidemment le problème. Donc il me faut supposer ou bien que cette date est fausse, ou que Descartes aurait envoyé son ajout après son arrivée à Stockholm au commencement du mois d'octobre, selon l'avis de 387. Dans ce cas, c'est de Suède que Descartes aurait envoyé son bref ajout à Elzévir, ou à celui que nous appellerions son éditeur scientifique, qu'il s'agisse de Desmarais, de Blomert ou d'autres, en octobre. Puisque l'impression n'est achevée qu'en novembre, et que ça étonne tout le monde, je vous renvoie à l'introduction de Mme Rodis, l'illustration d'édition des Passions de l'âme, qui indique qu'elle ne comprend pas, comme tout le monde, pourquoi les Passions de l'âme ne sont imprimées qu'en novembre. Mais la page suivante de l'avis de Baillet cite le pilote qui avait été chargé d'amener Descartes à Stockholm. Il répond, ce pilote, il est invité par la reine Christine lui-même, qui le remercie d'avoir amené Descartes à Stockholm, et il parle d'un voyage de 3 semaines.
Si donc le commencement du mois d'octobre peut s'entendre jusqu'à sa seconde semaine, si c'est encore dans le commencement du mois d'octobre qu'on peut loger sa seconde semaine, et si Descartes n'a quitté la Hollande que vers le 20 septembre, le temps d'attendre le massacre de Drogheda, j'en reviens donc à ma première supposition, celle d'un départ retardé. Quoi qu'il en soit de ces deux suppositions que je vous soumets, il ne me semble pas faire de doute que c'est in extremis que Descartes a inclus dans les passions de l'âme l'exemple d'un des plus grands crimes qui puissent être commis par les hommes. Je vous remercie. Merci. Les activités des deux centres ont été marquées ces dernières années par une politique d'organisation et planification conjointe de la plupart des conférences et des séminaires. Pour ce qui concerne les travaux qui se sont déroulés à Lecce, notamment les séminaires annuels avec la participation permanente de Dan Garber et la présence constante de Denis Cambuchner et de Frédéric Debuson, nous avons co-organisé les séminaires suivants. Descartes e la tradizione sulle facoltà dell'anima, verità, necessità, contingenza, sensazione e percezione, ego sum, je suis, io sono, ahem, ich bin, philosophie et médecine, sagesse théorique, sagesse pratique. Il faut ajouter en 2021 la co-organisation en pleine crise Covid d'un séminaire international en ligne en plusieurs séances sur médecine et morale à l'époque cartésienne, avec la présence aussi de Madame Bidbol, que je remercie. C'est en 2017, par contre, que date la collaboration fortement souhaitée par Vincent Carreau avec la Fondation Saint-Gé-Polignac, qui a constitué ces dernières années un lieu privilégié pour les conférences internationales co-organisées par les deux centres et la Fondation elle-même. Cette collaboration a été inaugurée avec les colloques Les passions de l'âme et leur réception philosophique, qui constitue la première séance parisienne d'un colloque bilatéral sur lequel je reviendrai tout de suite, et dont la seconde séance a eu lieu à Lecce en novembre 2014, près de la magnifique salle de la Grotesca. Les actes de science sur les colloques ont été publiés par Brepos dans un gros volume édité par Vincent Carreau et Giulia Bergoglioso. Volume qui a souhaité offrir non seulement une contribution historique philosophique sur une œuvre qui, malgré tout, reste mystérieuse, mais aussi une incursion dans un thème, celui de l'homme, de son corps et de sa sphère passionnelle, qui, ces dernières années, s'est avéré crucial pour la réflexion des spécialistes de Descartes. À ce titre, il se situe idéalement au centre du grand arc chronologique qui va du gros volume de Denis Cambuchner sur l'homme des passions jusqu'au très attendu volume de Gilles Oliveau sur les passions pour Épiméthée. Le recueil se compose de 32 études qui couvrent des thématiques principales, justement les textes, ces concepts, puis réception. Comme les éditeurs les soulignent dans l'introduction, Descartes ne s'est pas trompé dans un sens, sur la réception philosophique des passions. Je prévois, il écrivait, que ces traités n'aura pas meilleure fortune que mes autres écrits, puisque, en dépit du succès éditorial immédiat, sur la longue durée, les passions ne seront même beaucoup mieux reçues que ces autres livres, puisqu'il ne fut pas même contredit et réfuté, comme les méditations et les principes. Mais, tout simplement, en plus, avec quelques exceptions, Spinoza surtout, il fut très vite passé sous silence par la tradition philosophique. Surtout à cause du préjugé du dualisme cartésien. Mais c'est justement ce préjugé qui a obscuré les décisions philosophiques prises par Descartes dans ses textes, qui sont capitales à double titre. Premièrement, pour l'achèvement de sa propre doctrine de l'union, puisque l'examen de la nature des passions requiert d'être articulé à la sixième méditation, ce qui fait combler la lacune des principes de la philosophie. Ou, autrement dit, puisque la compréhension de l'union, qui ne peut pas être donnée en tant que vécu, passe justement à travers la compréhension des passions, dont la formation et la succession incessante constituent justement la vie de l'homme. Deuxièmement, pour la constitution originale d'une doctrine de l'homme qui n'a aucun correspectif dans l'époque, dans la mesure où les décisions prises par Descartes contradisent pas seulement la culture scolastique, mais aussi toutes les thèses des grands moralistes du grand siècle. Ce deuxième point est celui décisif. Le but du colloque et du volume qui en est sorti
a été donc précisément les tentatives de démontrer les paradoxes selon lesquels c'est justement la singularité des passions de l'âme qui explique la cécité relative de la postérité philosophique et la relative discrétion des commentateurs. Les 6 ans qui se sont passés entre les colloques et la publication des communications chez Brepols ont, d'autre part, confirmé la constatation à l'origine de l'idéation de ces projets. Le traité des passions apparaît encore, et peut-être plus que jamais, comme un texte paradoxalement peu discuté. D'ici, la provocation lancée par les éditeurs de l'ouvrage. Est-ce qu'il s'agit là peut-être d'un texte pas discuté en tant qu'indiscutable? Autrement dit, est-ce que, à la différence des règles et des méditations ou d'autres ouvrages, les passions de l'âme, je cite, ces textes à la fois éminemment problématiques et étrangement lisses, constituent, dans leur breveté, dans leur densité, moins un texte à expliquer pour lui-même qu'un texte auquel s'est référé pour expliquer d'autres textes et d'autres auteurs, provocation que les éditeurs eux-mêmes repoussent. Il n'y a aucun échec herméneutique. Au contraire, le fait est qu'une meilleure compréhension de l'œuvre qui livre les derniers fruits de la philosophie cartésienne n'en dissipe pas l'énigme, puisqu'il s'agit bien de la nature elle-même de l'objet, la nature de l'homme. Ce qui, j'ajouterai, en conclusion de mon intervention aujourd'hui, expliquerait pas seulement la question de l'absence relative de la postérité de l'ouvrage, mais aussi son lien profond avec les méditations. Lien qui ne doit pas être tracé uniquement, comme l'on dit souvent, en s'appuyant d'ailleurs sur une exégèse donnée par Descartes lui-même, par exemple Élisabeth, avec la 6e méditation, mais aussi avec la seconde, et donc en fait avec le cœur de l'entreprise philosophique de Descartes. Quid namigit urante ac me esse putavi, hominem silicet, sed quid est homo. Comme Descartes l'a dit au moins une fois à Bourdon, la reprise métaphysique des notions préphilosophiques n'a rien de préjudiciel. Si d'aventure, je cite, il avait une corbeille pleine de pommes et qu'il apprendait que quelqu'une fusse pourrie et qu'il voulait les ôter, quelqu'un, de peur qu'elle ne corrompisse le reste, comment s'y prendrait pour le faire? Ne commencerait pas tout d'abord à vider sa corbeille et après cela, regardant toutes ces pommes les unes après les autres, ne choisirait pas celle seule qu'il verrait n'être point gâtée et laissant les autres, ne les remettrait pas dans son panier? Les gestes philosophiques avec lesquels Descartes détermine la nature de la res cogitans en tant que cogitatio, mais aussi celui avec lequel détermine la nature du corps en tant qu'extinction, a la même structure conceptuelle de celui avec lequel il détermine la nature de l'union et des passions. Il se déroule à l'intérieur de la seule et unique matière disponible en méditante qui a tout rejeté et qui doit donc forcément reconstruire son propre savoir à l'intérieur et pas à l'extérieur des mêmes éléments qu'il a mis en doute, puisqu'il n'y a rien au-delà de ça. De ce point de vue, la philosophie cartésienne, au moins la métaphysique des méditations, de la métaphysique des passions à la physiologie et à la morale des passions, n'est qu'une seule enquête qui se développe à partir de la notion de moi-même en tant qu'homme. Quid nam me esse putavi, hominem, notion qui est encore à interroger en tant que considérée évidente, si licet, et que les philosophes doivent interroger, sed quid est homo. C'est à l'intérieur de cette notion d'homme qu'on découvrira dans la 2e méditation la cogitatio, et à l'intérieur de la cogitatio que la 3e méditation, encore, découvrira l'idée de Dieu en tant que condition transcendantale des possibilités de la perception de ma finitude. Et encore, c'est dans la notion du corps, repérée à l'intérieur de la notion d'homme, que la 5e méditation élaborera la notion de l'essence des choses matérielles. Et encore, et enfin, c'est dans l'indistinction du corps et de la pensée, dans la notion d'homme, que, enfin, la 6e méditation, et puis les passions, tireront la notion de l'union. La notion préphilosophique de l'homme est donc la complicatio, je dirais, originaire des 3 notions primitives. Si, comme Descartes l'a dit une fois Élisabeth, toute la science des hommes ne consiste qu'à distinguer ces 3 notions, c'est bien dans la conception préphilosophique de l'homme qu'elle était originairement confuse. Et c'est dans cette complication originaire qui s'enracine les mystères de l'homme. Merci.
Il nous reste à laisser le dernier mot à l'Université del Salento et à Madame le professeur Maria Antonietta Aelio, prorettrice vicaria. Prego. Merci beaucoup. Good evening, Professor Guillaume Ficquet, Vice President of Sorbonne University, Professor Jean-Luc Marion, founder of the Centre d'études cartésiennes, as well as member of the Académie Française, Professor Vincent Carreau, Director of the Centre d'études cartésiennes, as well as member of the Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, Professor Igor Agostini, Director of the Centro Dipartimentale di Studi su Descartes e il Seicento, and present here today, Professor Jean-Robert Arnogat, founder of the Centre d'études cartésiennes, as well as member of the Académie des Inscriptions and Doctor honoris causa at the University of Salento, Professor Giulia Belgioioso, founder of the Centro Dipartimentale di Studi su Descartes e il Seicento, called Ettore Lo Iacono. Distinguished authorities and assignment, esteemed colleagues, dear PhD students, ladies and gentlemen, all present here, bonsoir. Please accept my warmest greetings also on behalf of Professor Fabio Pollice, the magnificent rector of the University of Salento, who apologized for his absence due to a convocation of the Conference of Italian University Rectors at the Ministry. It is really a great privilege for me to close this celebration. For this great opportunity, I would like to thank Sorbonne Université, in particular its president Nathalie Dractemont, who strongly wanted this important event to take place, and Professor Guillaume Ficquet, present here today. I am very honored to be here for the celebration of the Équipe Descartes. Our university is proud of this wonderful partnership between the Centre d'études cartésiennes and the Centro Dipartimentale di Studi su Descartes Ettore Lo Iacono. It is now 20 years since this partnership was established. The distinguished speaker who preceded me have recalled the great contributions of these virtuous partnerships, echoing the first twin meetings held in Lecce on 28 May 2021. Although briefly, I would like to mention some significant contributions resulting from these fruitful partnerships, namely annual conferences and journées d'études, seminars, numerous international publications, as collection, conference and proceedings, series of Cartesian studies, reprints and original edition of the Descartes works, and, of course, the Bulletin Cartésien. And again, international research projects, but also, from an education point of view, the establishments of two agreements for the international master and PhD degrees. These two agreements have offered opportunities, including job positions, in other ways unthinkable. And I particularly care to remember that Italian and French PhD students are now professors or managers in universities, high school, or research institutes. During the meeting in Lecce in 2021, Jean Champin, previous president of Sorbonne Université, announced the commitment of Sorbonne Université to hold a reciprocal meeting in Paris in spring 2022. Madame Dractemont has made it possible. Thanks for this great opportunity.
This meeting is also intended to be an opportunity not only for strengthening collaboration between philosophers, but also for evaluating and hopefully starting other collaboration between the two universities in order to create a fruitful scientific twinning similar to that between our two centers. For this reason, I'm here today not only to bring institutional greetings to this important event, but also for coordinating a delegation of our university aiming to explore the possibility of further partnerships. In this regard, I would like to thank Professor Enrico Ciavolino, Director's Delegate for Research Promotion and Funding, Professor Raffaele Casciaro, Director of the Department of Cultural Heritage, Professor Giulia Bergioioso, who is already well known to this institution, and certainly Professor Igor Agostini, who strongly contributed to favoring this meeting. This afternoon, in a well-arranged meeting, our delegation had the opportunity to discuss with the representatives of the three institutes, Observatoire des Patrimoines, Institut des Matériaux, and Sorbonne Center for Artificial Intelligence. And again, with Mr. Bernard Asenoff, advisor of the European engagement. We hope that our afternoon's meeting can truly open new scenarios for the future in both the scientific and humanistic fields. Of course, I would like to underline that the collaboration between the two Cartesian centers remains the basis and the flywheel of future development, a virtuous and successful model to follow, even more so in times like this, of a serious crisis in the humanities. This collaboration is une collaboration philosophique exemplaire, as indeed it was presented by the press release from Sorbonne University on its website in a page accounting for the previous meeting of May 2021 in Lecce. Actually, who better than Descartes to illustrate this virtuous coordination among disciplines? Descartes, the founding genius not only of modern metaphysics, but also of the scientific classic, Newtonian classic. So, driven by this spirit, the rector whom I represent today, my colleagues of the delegation and myself, we will direct our efforts to promote future collaborative projects equally exemplary as that between the two centers. It only remains to me, therefore, to once again extend my warmest wishes to the Équipe Descartes, as well as to thank Madame Absadia and her staff for having contributed so effectively to the organization of this day. And also, on behalf of the rector Fabio Pollice, I would like to thank again the president of the Sorbonne University for making it possible the today meeting at this prestigious event. Thank you very much et bonne soirée. Il me reste à remercier tous les participants de cette table ronde, à cette présentation, le public si amical, s'il est composé d'amis, et si attentif, et de former des vœux pour que la force du passé donne à notre présent un peu d'avenir.